Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Alexia Toulmé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger au cœur de l'IA dans le domaine médical. Lorsqu'on s'intéresse aux utilisations concrètes de l'IA et là où elle est le plus utile, le domaine médical fait souvent partie des premiers domaines cités. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on veut remplacer les médecins? On s'imagine déjà des armées d'aérobots dans les hôpitaux. Non, rassurez-vous, ce n'est pas ce dont on va parler ici. L'IA dont je veux vous parler ne vise pas à remplacer les professionnels de santé, mais à leur apporter un appui technologique pour augmenter les possibilités de diagnostic. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on ne se penche pas sur n'importe quelle IA. On va parler d'IA générative. Alors accordez-vous 30 minutes pour entrer dans le concret de ce que l'IA peut faire pour le monde médical. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune.fm et sur son app mobile. Sur la bande FM à Paris sur 93.1, en podcast sur votre plateforme préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify ou un petit pouce sur YouTube. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez enfin voir l'IA générative sous un autre angle. Et plus particulièrement, l'IA pour générer des images. Car notre invitée d'aujourd'hui s'y connaît en génération d'images par IA. Elle explore toutes les subtilités des différents modèles. Ça fait partie du quotidien de son travail. Mais je vous rassure, elle ne s'en sert pas pour générer des starter packs ou pour se mettre en scène dans des illustrations au style copié sur le studio Ghibli. Non. Elle a recours à la génération d'images par IA pour entraîner des modèles pour lesquels les données manquent dans le domaine médical. C'est d'ailleurs le sujet de sa thèse qui vise à développer une méthode d'IA générative pour améliorer la détection des malformations fœtales rares. Elle est venue nous en parler aujourd'hui. Bonjour Anna Mergui. Bonjour Alexia, ravie d'être ici avec toi. Bienvenue dans Parlez-moi d'IA et merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie que tu puisses nous parler aujourd'hui. Avant de préparer cette émission, nous avons pas mal échangé. Ce qui m'a interpellée, c'est que les choses se sont faites assez spontanément pour toi. Le monde de la recherche était loin d'apparaître comme une évidence lorsque tu étais plus jeune. Tu n'avais même pas spécialement une carrière d'ingénieur à l'esprit, alors même que tu es passé par Polytechnique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Bien sûr, avec plaisir. Donc c'est vrai qu'à l'origine, moi j'ai un profil justement très pluridisciplinaire. J'aimais énormément de choses en sortant de l'école. Je ne savais pas trop vers quoi me diriger. J'ai choisi le métier de l'informatique pour plusieurs raisons. Je voulais quelque chose qui puisse se transporter à l'étranger, un métier qui évolue sans cesse et qui a une vraie plus-value. Donc je suis rentrée dans l'informatique d'une manière très générale en faisant un parcours maths info en université. Ensuite, je suis rentrée à Dauphine où je me suis spécialisée pour l'informatique de l'entreprise. Et là-bas, j'ai eu un cours d'introduction à l'IA. Donc c'était encore avant le boom de ChatGPT et des IA qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai eu envie de pousser le sujet. Je me suis retrouvée du coup à Polytechnique avec une passerelle qui a été ouverte entre les universités, les écoles et les écoles d'ingénieurs. Où là-bas, j'ai fait un master spécialisé d'IA. Donc surtout l'IA en général, sur son histoire, ses différentes applications, l'imagerie, la vidéo, le son, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de mettre mes compétences justement au profit d'un sujet qui me tenait à cœur, le médical. On aura l'occasion d'en reparler. Et je me suis dirigée vers des stages de recherche dans le médical pour voir ce que c'était, en quoi ça consistait. Il s'avère que j'ai adoré et j'ai décidé de continuer dans la recherche pour justement pouvoir approfondir mes connaissances et pouvoir devenir expert sur un sujet en particulier pour l'IA et la médecine. Ok. Et d'ailleurs, le médical, c'était pas tout de suite. Tu n'es pas tombé dans le médical tout de suite. Tu as commencé, il me semble, par d'autres domaines dans lesquels tu t'es lancé sur l'IA. Tu peux Exactement. Me dire Alors, à l'origine, je trouvais ça très compliqué de choisir son industrie, sa discipline. J'ai écouté un peu tout le monde. On me disait, oui, ça serait bien que tu ailles en finance.
ou dans des grosses boîtes de conseil, etc. C'est un peu vers quoi on nous pousse, entre guillemets, dans les universités et les écoles d'ingé. Donc j'ai fait ma première expérience dans une boîte comme ça. Et j'ai pas du tout aimé, pour être honnête, parce que pour moi, ça manquait un peu de sens. Alors attention, je critique pas du tout ces industries et les gens qui travaillent dans ces métiers-là, mais j'avais besoin en fait de sentir que j'aidais l'humain, que j'aidais l'autre, et ça me manquait. Et je me suis dit finalement, qu'est-ce qui pour moi est le plus important? C'était de sentir que mon travail allait aider un humain. Et pour moi, c'est forcément lié à la médecine ou à l'éducation ou un sujet comme ça. Et c'est comme ça que je me suis redirigée. Ok. Et d'ailleurs, c'est amusant, enfin c'est interpellant pour moi de se dire, même en étant jeune, je travaille dans l'IA, mais je veux aider l'humain. Est-ce que dès ta découverte de l'IA, d'ailleurs comment ça s'est passé la découverte de l'IA? Est-ce que à ce moment-là tu t'es dit est-ce que je vais réussir à mêler les deux, cette envie, ou comment ça s'est fait? Au début, c'était un peu abstrait parce que justement, comme il n'y avait pas encore ce boom de l'IA, les cours qu'on avait à l'université, c'était des cours très théoriques où on te montrait des exemples hyper abstraits du style les aspirateurs robots, tu vois, les premiers modèles comme ça. Alors, c'était un peu compliqué de s'imaginer tout ce qu'on pouvait faire avec, mais je voyais le potentiel. Et en tout cas, ce qui était sûr, c'était peu importe le métier, il fallait qu'à la fin des 8 heures de travail, à la fin de la journée, je me dise bon, là, j'ai fait quelque chose de bien pour la société. J'ai senti que mes skills, elles ont été mises à contribution d'un truc plus fort, tu vois. Ouais. Et donc, c'est là qu'est apparu le domaine médical. Et comment ça s'est déclenché? Enfin, comment tu y es arrivée donc à ce... Alors en fait, le cheminement, c'était de me dire, pour la petite histoire, moi je voulais faire médecine aussi à l'origine, c'était un peu une idée, mais il s'avère que je suis grave phobique du sang, donc c'était pas très compatible avec des études de médecine. Et donc j'ai gardé cette petite idée en tête et je me suis dit, en fait finalement pourquoi pas faire justement de l'informatique et de l'IA dans ce secteur? Je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait déjà des startups en France et à Paris qui faisaient des applications dans ce domaine-là. Et tout simplement, je me suis dit, moi, mon domaine de prédilection, c'est l'imagerie. Donc, j'ai commencé à regarder les startups qui bossaient en imagerie. Je me suis dirigée vers une qui s'appelle 1000 vues, qui faisait de l'imagerie de radio. J'ai tenté. J'ai fait un stage de 6 mois où, en fait, j'ai aidé sur la radio de la main à faire de la segmentation d'os de la main, etc. Et ça s'est hyper bien passé. Je me suis dit, c'est ce créneau-là, il faut continuer là-dedans et de fil en aiguille. Ok. Et donc, là où tu as commencé après à travailler avec l'entreprise Sonio. Et donc, exactement. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Alors ça, c'était pareil. Donc à la fin de Polytechnique, on a un stage de recherche, donc de 6 mois. Et exactement le même cheminement. Je me suis dit, voilà, je veux de l'imagerie. J'ai cherché un peu sur Internet, je regardais ce qui me plaisait et je suis tombée sur cette start-up-là. Donc Sonio, ils font du diagnostic prénatal. Donc tout ce qui est sur le suivi de grossesse et le suivi du fœtus à différents stades de trimestre, etc. Donc on récupère les échographies en fait, du médecin et on va faire plusieurs études dessus. Et ça m'a plu, j'ai trouvé ça incroyable. Le sujet du prénatal, c'est assez fou. Je me suis renseignée et j'ai demandé à faire mon stage là-bas. J'ai travaillé sur l'estimation du poids fœtal. Donc, pour te dire quelques mots, en fait, à l'heure actuelle, aujourd'hui, quand tu es enceinte, tu vas chez le gynéco, on te prend une échographie, on va faire quelques mesures sur l'image, on va les passer dans une formule très connue qui s'appelle ADLOC et on va te sortir un poids, une estimation. Sauf que cette estimation, elle peut être très erronée, très biaisée en fonction de la manière dont le gynéco a pris la mesure, etc. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut utiliser le deep learning pour donner ces images d'échographie à l'IA et lui permettre de faire une meilleure estimation. Donc ça, c'était le premier sujet sur lequel j'ai travaillé à Sonio. Ça s'est super bien passé. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée en fait, de continuer dans une thèse et de poursuivre avec eux sur ce sujet-là. Oui, donc là, la thèse aujourd'hui, c'est entre la Sorbonne et Sonio pour détecter les malformations lors des échographies prénatales. Parce que donc, avant, c'était le poids. Et donc, il y avait déjà du deep learning à ce moment-là dans le poids. Et maintenant, donc, c'est sur détecter les malformations. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ton travail, pour
permettre de mieux détecter ces malformations? Oui, bien sûr. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche toujours de la même manière. On va donner des images à un modèle d'IA qui aura été entraîné pour cette tâche-là et on va lui demander de détecter une certaine malformation. Alors, il y a certaines malformations qui sont moins rares que d'autres. Par exemple, des cas de trisomie, malheureusement, on en voit de plus en plus fréquemment et donc on a assez d'examens, assez d'images pour permettre à des IA de s'entraîner et de reconnaître si oui ou non il s'agit d'une malformation liée à une trisomie 21 par exemple. Mais certaines fois, tu as des malformations, par exemple cardiaques très rares, qui heureusement pour nous le sont vraiment et donc tu vas avoir 5 cas par an, disons. Et dans des pays différents, dans des centres différents, sur des populations différentes. Donc il y a un enjeu de récupérer cette donnée. Des fois, c'est juste pas possible. Tu peux pas te balader dans les hôpitaux du monde entier pour récupérer les examens dont tu as besoin. Et quand bien même tu aurais réussi à rattraper ces 5 examens par an et à les avoir dans ton jeu de dataset, c'est pas assez, c'est pas suffisant pour entraîner une IA. Parce qu'on sait qu'une IA, elle a besoin de voir énormément d'exemples. Ça se compte en milliers, en centaines de mille, etc. Donc, ça ne sera jamais assez en fait, pour l'aider à détecter ces malformations. Et donc, il y a un sujet, c'est est-ce qu'on est capable de générer des fausses images de ces malformations-là, de manière à garder la sémantique de l'échographie, donc à garder tout le sens de l'échographie pour faire, entre guillemets, des faux datasets de malformations, pour apprendre à l'IA à reconnaître que ici, voilà, tu as telle malformation, ici, tu as telle malformation. Et le jour où il la verra pour de vrai, il sera capable de la reconnaître. Et donc, moi, mon travail, concrètement, c'est de trouver des modèles d'IA qui sont assez... de trouver et de créer des modèles d'IA qui sont assez compétents pour créer ces fausses images de malformation d'échographie. Ok. Et donc... Ça, c'est des résultats que tu obtiens en utilisant des différents modèles de génération. Donc, par IA, pendant la préparation, tu m'as expliqué que tu devais tous les tester dans le cadre de ta thèse. Est-ce que tu peux m'expliquer, comme si tu expliquais à un enfant de 5 ans, en quoi ces différentes technologies pour générer ces fausses images pour constituer les datasets constitue en faisant très simple en 1 minute. On va essayer. Désolée pour le défi, là, c'est... Il n'y a pas de problème, on va essayer de vulgariser ça. Donc là, on parle de techniques d'IA générative. Donc IA générative, génération d'images. Jusque-là, tout va bien. Il y a plusieurs grosses familles dans l'IA générative. On va parler des GAN. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Les GAN, en gros, il faut le voir comme si on a 2 personnes qui sont en train de se battre ensemble. Il y a un bonhomme 1 qui s'appelle le générateur et le bonhomme 2 qui s'appelle le discriminateur. Le générateur, il va essayer de produire des images de malfaux. Donc au début, il va faire n'importe quoi, il va faire des trucs complètement tout grisé, tout dégueulasse. Et le discriminateur va lui répondre et va lui dire « mais pas du tout, c'est pas du tout réaliste » parce que lui sait à quoi ressemble une vraie malformation. Et il va l'entraîner comme ça, il va le challenger. Donc le générateur, au fur et à mesure, il va faire plusieurs itérations, il va essayer, jusqu'à arriver à un niveau où il arrivera à tromper justement le discriminateur. Et où le discriminateur se dira « waouh, ok, là, pour moi, c'est une vraie malfo ». Et en vrai, ça n'en est pas une. Une vraie malformation. Et c'est là où moi, Anna, je me dis « super, mon modèle est bon » parce qu'il a réussi à tromper, donc, le méchant boss discriminateur. Donc ça, c'est une famille, c'est les GAN. Ensuite, on a une autre grosse famille donc, qui s'appelle les modèles de diffusion. Donc, on entend beaucoup parler de ces modèles-là qui sont très à la mode en ce moment. Donc, par exemple, les modèles comme DALL-E, Midjourney, tout ça, ils utilisent des modèles de diffusion en arrière-plan. Alors là, l'idée, donc, c'est un peu plus technique à résumer, mais il faut voir, donc, on a une image à l'origine, le modèle va la détruire, va la disloquer. C'est comme si je te prends un objet et que je te le démonte complètement. Tu vois, tu vas avoir plein de pièces détachées. Donc, je fais pareil avec mon image, je vais complètement la disloquer. Et je vais arriver à une étape où, en fait, j'ai tout devant moi. Et ça, c'est une étape qu'on appelle, en fait, l'espace latent. C'est comme si tu voyais à peu près tout ce qui se passe sur l'image en termes de dimension, de texture, de pixels. Enfin, tu as toutes les informations les plus profondes sur l'image. Et tu vas ensuite prendre ces pièces-là, prendre tous ces pixels, les reconstruire, mais en incorporant soit un prompt, soit une demande, soit une condition. Par exemple, tu as ton objet, tu veux le reconstruire de manière à ce qu'il change de couleur. Et bien pareil, mon image, quand je vais la reconstruire, je vais dire voilà, maintenant je voudrais que tu ajoutes justement une partie malformation. Oui.
tu vois, soit en lui pointant du doigt exactement ce qu'il doit faire, soit en lui montrant des exemples. Il y a plein de techniques jusqu'à qu'à la fin, tu arrives à ton image finale reconstruite qui te plaît, conditionnée comme tu l'as demandé. Donc voilà, ça, c'est les 2 grosses familles d'IA générative. Et dedans, évidemment, tu as un panel énorme de modèles, tu en as des milliers et tu as des papiers scientifiques qui sortent tous les jours. Mais voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, et ça, tu manipules au quotidien pour essayer de reconstituer ces datasets. C'est ça. Et donc, au final, tu as une posture d'ingénieur, donc tu vas être la personne qui va travailler sur ces modèles-là, mais tu es en contact permanent avec le monde médical, j'imagine. Ah oui, complètement. Déjà, il y a plusieurs sujets pour lesquels je suis en contact avec le corps médical. Déjà, pour comprendre le métier. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas lire une échographie. J'ai appris quelques trucs, mais j'ai toujours besoin qu'on m'explique ce qu'il y a sur l'image, ce qui se passe derrière. Déjà, pour connaître toutes les malformations, etc., je dois me former. Donc, là, on va souvent dans des hôpitaux, on a accès à plein de personnes ultra qualifiées sur des types de malformations, etc., qui travaillent main dans la main justement avec nous et qui sont intéressés à faire avancer la médecine côté technologie. Il y a aussi un fort côté éthique, parce qu'on n'est pas en train de manipuler des images de voitures, on parle d'échographie, donc de fœtus, de personnes. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, il faut que ce soit vraiment vérifié, tu vois, l'algorithme ne peut pas me sortir n'importe quelle malformation que moi après je vais laisser vagabonder dans mes modèles, voilà. Il y a une question d'anonymisation de données aussi qui est très importante. Et pour tout ça, en fait, moi j'ai toujours besoin de me référer au corps médical qui est 10 fois plus expert sur leur sujet en fait que moi. C'est 2 métiers différents qui se parlent et qui se coordonnent. Et d'ailleurs, ce rôle médical, même dans l'utilisation de l'outil, parce que toi, tu entraînes les datasets pour que l'outil repère mieux les malformations fétales, mais quel est le rapport en fait de ces médecins? Comment ils utilisent l'outil? Est-ce que à terme ils se disent du coup on va plus du tout voir les patientes, ou est-ce que au contraire, comment ils utilisent cet outil dans leur quotidien? Non, pas du tout. Alors là, tu touches à un sujet hyper important, c'est justement quel est le rapport de ces médecins avec les technologies qu'on développe. Ils sont absolument pas remplacés, et s'ils comprennent bien justement l'enjeu du produit, ils le comprennent et ils veulent nous aider. Ce qui se passe en fait, c'est que quand le gynéco prend son examen, donc voilà, il y a la femme, il est en train de lui faire l'échographie, etc. Il a comme une sorte de tablette ou de device qui est raccordé à son appareil, et en fait qui va l'aider à faire son diagnostic, qui va aller récupérer les images et qui va aller par exemple lui mettre des alertes s'il y a un truc pas net, ou s'il y a une image à reprendre qui est un peu floue ou quelque chose de suspicieux, etc. Donc ça, c'est comment ça marche. Et ensuite, pour le rapport à la technologie, faut se dire que c'est comme si le médecin il avait un assistant qui est ultra spécialisé et qui a fait 100 ans d'études. À aucun moment il va le remplacer, parce que c'est le médecin qui a la compétence métier, qui va parler avec le patient, qui va prendre la décision finale. L'IA ne prend aucune décision, tu vois. Mais par exemple, pour ces malformations ultra rares, ça se trouve que le médecin ne les a jamais vues de sa vie. Justement, tu vois, je te disais, il y en a peut-être 5 par an. Déjà, est-ce qu'il les a vus à l'université? C'est pas sûr, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas accès à cette donnée. Et même s'il les a vus 1 ou 2 fois, il les a probablement jamais vus en cas pratique. Donc, il y a de très fortes chances de se tromper. On rajoute à ça les facteurs humains. Peut-être que le médecin, il était fatigué, il a eu 30 patients dans la journée, il en peut plus, il va peut-être faire une faute d'inattention. Il s'est peut-être disputé avec sa copine il y a 20 minutes, et du coup, il y a le facteur émotionnel, etc. Tandis que son assistant IA, lui, il n'a absolument rien qui le perturbe, et il est ultra focus sur la tâche, et il est là toujours en permanence pour l'aider, pour lui rappeler certaines choses, pour l'aiguiller et pour lui donner des idées sur le diagnostic. Et d'ailleurs, donc une fois qu'il y a le diagnostic, concrètement, qu'est-ce que ça permet de mieux repérer les malformations? Alors moi, je suis pas experte dans la partie médicale, donc je ne vais pas pouvoir te répondre en détail, mais déjà, il y a un enjeu de pouvoir repérer les malformations le plus tôt possible. Le plus tôt tu les repères, le plus d'actions et de cartes tu as dans tes mains. Tu peux parfois faire des opérations intra-utéro, donc qui vont aider les bébés à aller mieux. Tu vois, pour certaines malformations cardiaques, c'est possible.
Tu peux, par exemple, si c'est des malformations qui sont beaucoup trop graves, décider de faire une interruption de grossesse. Tu peux donner un traitement à la mère qui va influer justement sur la malformation et la maladie qui s'y rapproche. Il y a énormément de choses à faire, mais ce qui est important, c'est en tout cas d'avoir toutes les options sur la table et de le savoir en amont. Et d'ailleurs, ce qu'on ne voit pas à la radio, c'est que là, actuellement, tu es toi-même enceinte. D'ailleurs, est-ce que toi, ça t'apporte quelque chose, cette expérience personnelle, par rapport à tes recherches, en fait, sur les échographies prénatales ? Bah écoute, ouais, ça fait toujours rire ma mère qui me dit c'est drôle, tu es enceinte et tu travailles dans le prénatal, tu es vraiment dans le vif du sujet. Mais c'est exactement ça. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Là, je suis en train de fonder ma famille, donc forcément, je me dis que le travail que je fais, il va aider d'autres mamans, d'autres enfants, donc ça me met du baume au cœur. Et puis, je trouve que c'est un sujet qui est, dont on ne parle pas beaucoup. Tu vois, moi, j'entendais pas beaucoup d'histoires sur la santé des femmes enceintes, sur la santé des fœtus, etc. Donc ça me touchait aussi. Et c'est ça qui m'a plu, en fait, quand j'ai cherché la start-up sur Internet. J'ai vu ça, je me suis dit, ah là, c'est hyper bien. C'est trop mignon. Et en plus, c'est la naissance, tu vois, c'est le commencement de la vie. Enfin, c'est une thématique incroyable. Et donc, oui, j'ai commencé mon doctorat en étant enceinte. Et pour le moment, tout se passe bien. Ça se passe bien, c'est assez cool. Et puis moi-même, tu vois, j'ai l'occasion de discuter avec les médecins et de m'approprier le sujet pour moi. C'est assez drôle. Oui, et d'autant plus, tu me disais que ce n'était pas forcément courant d'avoir des personnes qui font des thèses, des femmes qui font des thèses et qui sont enceintes au moment de la thèse. En tout cas, pas à ma connaissance. Parce que c'est vrai que donc, quand je l'ai su, j'ai voulu chercher des petites infos. Même administrative, tu vois, pour voir comment ça se passait enceinte en thèse. Est-ce que tu devais rallonger ta thèse? Comment ça se passait? Et j'ai pas trouvé l'information parce que je pense que c'est assez rare et que quand ça arrive, les gens, ils ont un peu peur d'en parler, ils se sentent pas hyper légitimes de raconter cette expérience-là. Moi, je suis dans une thèse CIF, donc j'ai un rapport à l'employeur. Les femmes, parfois, elles ont peur d'annoncer la grossesse à l'employeur, que ce soit mal pris, que ça influe sur leur poste. Donc voilà, et d'ailleurs, je trouve que ça ne devrait pas, parce qu'en fait, finalement, tu vois, moi, je suis le parfait exemple que ça se passe super bien. Et je trouve important de montrer au monde et aux femmes que oui, tu peux faire une thèse et être enceinte, oui, tu peux avoir un poste d'ingénieur et avoir des enfants, et tu peux très bien concilier les deux et ça peut très bien se passer. On entend souvent les cas négatifs, tu vois, les cas où les femmes se sont fait des fois renvoyer ou ont eu des pénalités ou j'en sais rien. Et on entend trop peu de cas positifs à mon goût. Et j'essaierai d'en être le drapeau si je peux. Trop bien. Merci pour ce côté hyper humain. Ça me permet de faire la transition sur la deuxième partie que je voulais surtout aborder avec toi aussi. C'est que au-delà de toute ta vie professionnelle dans ta thèse en tant qu'ingénieur, il y a un côté profondément humain dans ton profil où tu as eu un projet. Tu as créé sur les bancs de Polytechnique une exposition qui s'appelle Explanation, donc une exposition photo qui vise à parler d'IA par la photographie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu as eu cette envie qui t'est venue et en quoi ça consiste ? Avec plaisir. Donc ça, c'est un projet qui a commencé au tout début de Polytechnique, quand j'étais étudiante. Donc comme je te disais, il n'y avait pas encore les IA génératives d'aujourd'hui, donc c'était encore un peu abstrait ce qu'on pouvait faire avec l'IA pour le grand public en tout cas. Et parfois, j'essayais d'expliquer ce que je faisais à des membres de ma famille ou à des gens qui n'étaient pas forcément dans la sphère tech. Et en fait, ils ne comprenaient rien et c'était très dur de leur expliquer. Et quand justement je parlais de mon souhait d'allier le médical et l'IA, les seules choses que j'entendais, les seules réponses que j'avais, c'était « Oh mais mon Dieu, c'est monstrueux, tu vas bousiller les métiers des médecins, vous allez remplacer les robots, bref, bon, tu vois, c'est un peu tout ça. » Et je me suis dit, bon, il faudrait trouver un moyen de parler au grand public de manière ludique, autrement qu'avec des slides et des conférences, parce qu'il y a des gens, comme je disais, qui ne sont pas du tout dans cette sphère et qui s'en fichent un peu, tu vois, d'assister à des conférences sur l'IA, ça ne les touche pas forcément. Et il s'avère que moi, j'aime bien la photo, j'aime bien tout ce qui touche à l'art de manière générale, mais j'avais fait un peu de mannequinat quand j'étais jeune, et j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, pourquoi pas allier les deux et essayer de faire une exposition photographique qui aborde les thématiques liées à l'IA.
j'ai contacté le photographe de Polytechnique qui s'appelle Jérémy Barande, que j'embrasse, qui est extrêmement doué, et je lui ai proposé de travailler avec moi sur ce sujet. On a commencé à s'amuser, à déterminer un peu les grosses thématiques clés. Donc il y avait au départ beaucoup de vulgarisation scientifique, beaucoup d'enjeux sociétals, éthiques, environnementaux. On a créé des œuvres, donc 100% photos, sans IA. On les a postées en ligne et ça a bien plu. On a eu des propositions d'exposition, on a fait Station F, c'était la première expo, etc. Ensuite, on a été invité dans des musées, dans des écoles, dans des conférences et l'exposition a grossi. Donc le principe, c'est une photo, un sujet. Donc par exemple, les photos phares, ça va être la place de la femme dans la tech, qu'est-ce qu'un réseau de neurones, l'enjeu environnemental, le data shortage, pardon. Et c'est une manière en fait de parler au public au travers de l'art où les gens peuvent s'intéresser à la photo et on peut construire un discours autour de ça sous plusieurs angles. C'est-à-dire que l'exposition s'adresse particulièrement au grand public, mais elle peut aussi être transformée par exemple pour des conférences tech et prendre un level entre guillemets un peu plus technique sur la parole, mais toujours avec cette idée de se balader comme dans un musée, de regarder les photos et d'échanger, de construire en fait un discours humain autour de ça. Ok. Et d'ailleurs, pour conclure, où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui cette exposition Explanation ? Alors tout au long de l'année, normalement, il y a des expositions de temps en temps. Vous pouvez les trouver sur mon LinkedIn, mais là actuellement, donc, comme tu l'as dit, je suis enceinte, donc ça a un peu débordé sur mes plans d'exposition physique. Mais on a créé, donc avec une start-up, donc tu pourras mettre le lien, qui s'appelle Art Design Story, une exposition virtuelle où en fait les gens peuvent avoir accès à l'exposition depuis leur téléphone. Et cette exposition, elle peut s'acheter par localisation et elle peut être disponible par exemple dans les mairies, dans les écoles, dans les entreprises qui veulent en disposer. Et exactement comme si tu te baladais dans un musée, tu es sur ton téléphone et tu vois les œuvres, tu me vois parler, tu me vois expliquer, tu vois les textes associés à chaque image et tu comprends les enjeux de l'expo. Super. On mettra effectivement le lien dans la description pour que les auditeurs et les auditrices puissent aller voir comment retrouver cette exposition. C'est l'heure de conclure. Merci Anna Mergui pour ce partage et pour ta pédagogie. On peut te retrouver sur LinkedIn, Anna Mergui, donc MERGUI. Et on peut en savoir plus sur l'exposition photo Explanation, qui s'écrit AI comme intelligence artificielle, Planation comme explication en anglais, sur le site aiexplanation.fr. On vous mettra les liens, quoi qu'il arrive, dans la description de l'épisode. Encore une fois, merci Jean-Philippe de m'avoir redonné le micro pour ce second épisode en collaboration sur Parlez-moi d'IA. Merci aussi à vous, chers auditeurs et chères auditrices. N'oubliez pas de liker cet épisode et qui sait, de le partager sur les réseaux sociaux s'il vous a plu, parce que ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler les algorithmes. Restez sur 93.1 sur Cause Commune. À très bientôt.